Donc, on va se faire un peu de rétro-ingénierie, hein. On va retourner à l'assemblage. À l'assemblage, au désassemblage, c'est surtout au code machine, hein. Vous savez ça, qu'on appelle ça l'assembleur. Alors, je vais essayer de développer, on va travailler en bas niveau. Je sais que vous n'y connaissez rien, c'est juste pour vous montrer quelques petites techniques et mieux comprendre comment ça se passe, hein. Aujourd'hui, je vous demande pas de tout comprendre. C'est pas, c'est pas le but, hein. Ça sera juste une mise en bouche, une introduction. Voyez comment on peut manipuler les jeux d'instructions. Comment je peux comprendre que le code machine fait fonctionner en fait les ordinateurs, hein. Donc on va revoir les bases, je vais faire une petite introduction, et vous allez voir en fait la puissance du truc, puisque à un certain niveau de technicité, je vous ai dit quoi en hacking, on va travailler en très bas niveau, hein. Le très bas niveau va me permettre en tant que hacker, en tant que pen tester, en tant que black hat, c'est de contourner encore une fois tous les systèmes de protection, de faire de l'évasion. Puisqu'à partir du moment où je peux exécuter du code machine qui fasse exécuter directement sur le processeur, je contourne l'ensemble des systèmes de défense, hein. Le userland n'a plus rien à voir, hein. C'est-à-dire tout ce qui se passe quand vous utilisez votre ordinateur, vous travaillez dans le userland, hein. Vous avez ces couches applicatives, ces interfaces de programmation, et vos drivers, etc., etc. Tout ça, vous savez qu'on peut le pirater. Tout ça peut nous servir de vecteur d'attaque. Mais là, on va descendre encore plus profond, hein. Ça va être vraiment 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. On va aller encore plus profond si j'arrive à manipuler, à contrôler, à modifier, à faire ce que je veux avec le code assembleur. Tout simplement, je peux faire des virus qui sont à la fois indétectables et qui ne pourront pas être bloqués par les systèmes de défense. Vos antivirus ne verront que du feu, hein. Je reviens à ce que je vous disais. Pourquoi les meilleurs hackers qui travaillent pour les agences de renseignement et pour nos États-nations travaillent en bas niveau? Parce que c'est le bas niveau. Le bas niveau vous permet de vous affranchir de certaines contraintes inhérentes, hein. Vous savez que en termes de programmation, en termes du système d'exploitation, on a des strates, hein. Je vous parlais du userland. Le userland, c'est typiquement ce que vous utilisez tous les jours dans vos systèmes d'exploitation. Peu importe que vous utilisiez macOS, que vous utilisiez Linux, que vous utilisiez un autre Unix ou Windows, hein. On compartimente, pourquoi? Pour protéger le système d'exploitation. Nous, on veut s'attaquer à quoi? Le userland, il ne nous intéresse pas, hein. Parce que c'est de plus en plus compliqué d'attaquer le userland. Moi, je veux attaquer le kernel land. Le kernel land, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des kernel exploits, hein. C'est-à-dire que je vais pouvoir exploiter en fait des failles au sein des processeurs, des failles hardware. Je vais pouvoir utiliser, en tout cas exécuter du code en assembleur qui ne sera plus vérifié dans le userland, hein. Et je vous ai dit, votre antivirus, qu'est-ce qu'il fait? En fait, bien sûr, il va essayer de mettre des hooks, hein. On a des systèmes de protection. Comme je vous l'avais expliqué, on a de plus en plus de points d'ancrage au niveau du kernel pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Mais c'est encore, comment dire, assez succinct, j'ai envie de dire. Et il y a encore beaucoup d'attaques qui permettent de quoi? Bah, de faire tout et n'importe quoi à partir du moment où quoi? Où on passe dans le plus bas niveau d'abstraction, c'est-à-dire le code assembleur. Si vous maîtrisez le code assembleur, aucune machine ne vous résiste. Vous pouvez pirater la terre entière, hein. Je vous encourage pas à faire ça. Je vous explique juste que, je vous ai dit quoi dans mes précédentes vidéos, à un certain niveau de technicité, euh, vous retrouverez les services de renseignement. Vous retrouverez des techniques, des tactiques, des procédures qu'on utilise dans le secteur militaire, hein. La cyberguerre s'effectue en bas niveau, hein. On a tout intérêt à taper en bas niveau. Je m'arrêterai là. C'était mon introduction. Laissez-moi quelque peu développer, si vous le voulez bien. Donc, petite introduction, hein. Vous savez qu'on a deux types de processeurs. C'est plus compliqué parce que maintenant on a les ARM, hein, qui sont issus du monde mobile, hein, de nos smartphones. Vous savez que le dernier processeur Apple M1,
et d'architecture ARM. Hein. Je vous ai parlé de cette architecture au niveau des processeurs, pipeline long, pipeline court. Eh ben, c'est exactement ça. Hein. On a différents types, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a du CISC, on a du RISC, on a de l'ARM, on a différents types d'architecture au niveau de nos processeurs. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'architecture, on va dire, la plus répandue depuis les années 70. Hein, c'est le x86. Hein. On a deux types de x86. Le x86 tout seul, c'est-à-dire des architectures type Intel, hein, puisque historiquement, c'est Intel qui a créé en premier c'est ce type de processeur. Enfin, pas qu'Intel, mais on a retenu ça. Avant, il y avait IBM. Ce sont des architectures 32 bits. Hein. 32 bits, je vais pouvoir adresser la mémoire paginée qui va me permettre de faire fonctionner mon système d'exploitation en 32 bits. Hein. Maintenant, vous le savez tous, depuis l'Athlon 64 et les premiers processeurs Intel 64 bits, on a un adressage en 64 bits. Plus j'ai de bits, plus je peux adresser de la RAM en conséquence. Hein. Et malheureusement, surtout côté serveur, hein, à 32 bits, on est débloqué. Hein. Vous savez que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Un processeur 32 bits, si vous installez un Windows dessus, vous ne pourrez pas adresser plus de 3 Go 5, 3 Go 6, 3 Go 8 de mémoire. Grosso modo, vous êtes bloqué à 4 Go de RAM. Vous pouvez avoir 32 Go de RAM sur votre carte mère. Si votre système d'exploitation tourne en 32 bits, quand bien même vous avez un processeur 64 bits, il n'y a que 4 Go qui vont être visibles par le système d'exploitation. Donc ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est cette architecture, on va faire très simple, x86, 32 bits, donc je ne peux pas allouer plus de 4 Go de mémoire. Ensuite, il fallait évoluer. Je vous ai parlé des premiers Athlon 64 bits, je crois que c'est aux horizons 2004, 2005, 2006. Ma mémoire me fait défaut. On a pu adresser en 64 bits. Alors, quel est l'avantage ? L'avantage, c'est qu'on peut ajouter beaucoup plus de mémoire à l'ordinateur. Hein. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir 8 Go, 16 Go, 32 Go, 60 Go, 128 Go de mémoire, 256 Go, et même au-delà, hein, puisque dans les serveurs, il n'est pas rare d'avoir des terras de RAM, hein, pas de disque dur, des terras de RAM dans les supercalculateurs, hein, qui permettent de faire des données stochastiques, hein, pour évoluer, pour étudier l'évolution des marchés financiers, ou en termes quand on fait de la sismologie, hein, ou bref, tous les sismogrammes, études, hein, géodésiques et tout ça. Bref, on a bien plein de calculs scientifiques. On doit calculer, simuler par exemple une explosion nucléaire. On va utiliser des supercalculateurs. Hein. Il nous faut beaucoup de processeurs en parallèle, beaucoup de RAM. Hein. Donc il a fallu évoluer. Cette évolution, à l'heure actuelle, à part dans les supercalculateurs type RISC, on avait de l'adressage en 128 bits. Okay, la dernière prouesse, c'est quoi ? C'est tout simplement, si je dis pas de bêtises, la PS3. Okay, la PS3 avait un processeur RISC en 128 bits. Donc, il est beaucoup plus évolué que vos ordinateurs d'aujourd'hui. Même si c'est moins puissant. Hein. Encore une fois, en termes d'architecture processeur, c'est extrêmement complexe. Hein. On pense tout le temps, plus j'ai de gigahertz, plus ça va aller vite. C'est vrai, mais c'est à la fois faux. Hein. Puisqu'aujourd'hui, en fait, tout va dépendre de l'architecture. Combien elle consomme. Hein. Combien vous avez de threads en parallèle. Vous allez faire de l'hyperthreading, du multithreading. Vos pipelines, ils sont courts, ils sont longs. Quel jeu de données, quel jeu d'instructions vous allez utiliser pour faire tourner vos programmes. Quels besoins intrinsèques vos applications, elles ont besoin. Vous avez quoi ? Analyser les réseaux sociaux, faire du big data, du data crunching, analyser, je sais pas, hein, je vous disais, simuler des explosions nucléaires, travailler en termes au niveau de la théorie quantique, hein, de la mécanique quantique. Bref, les besoins sont différents. Hein. Je veux quoi ? Décrypter les protéines, les enzymes, trouver un nouveau vaccin pour le Covid. Tout ça, ça va demander des ordinateurs qui sont foncièrement différents, qui n'ont pas les mêmes besoins. Mais partout,
vous retrouverez, et je m'arrêterai là, une architecture qui s'appelle x86-64, c'est-à-dire les processeurs que vous avez aujourd'hui en 64 bits. Tous, sans exception. AMD comme Intel, sauf Apple, qui, pour la première fois, utilise une autre architecture qui s'appelle ARM. Hein. Donc je ne vais pas développer l'architecture parce que il y aurait beaucoup à dire. On a énormément de paramètres à prendre en compte. On a du CISC, on a du RISC, on a de l'ARM, on a différents types au niveau des pipelines. Bref, je ne vais pas développer. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous regardez ma vidéo sur un ordinateur, un PC, qui soit portable ou que ça soit une tour, vous êtes sur un processeur x86-64. D'accord? Donc les ordinateurs, en fait, ils exécutent du code machine, qui est codé en octets. Je rappelle, un octet, ça veut dire bytes en anglais. Un octet veut dire 8. 8 bits. Un octet est égal à 8 bits. C'est d'accord? Pour effectuer des tâches. On va effectuer constamment des tâches sur un ordinateur et j'ai besoin de ce code machine qui est codé en bytes, en octets. Étant donné qu'il y a différents ordinateurs qui ont des processus différents, le code machine exécuté sur ces ordinateurs va être spécifique au processeur. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps vous dire attention, c'est une architecture 32 bits. Attention, c'est une architecture 64 bits. Puisque quand on va créer nos charges utiles militarisées pour prendre le contrôle d'un PC et le hacker, lancer une cyberattaque, on a tout intérêt à se focaliser sur l'architecture du processeur et sur les jeux d'instruction qu'utilise le processeur. Alors qu'est-ce qu'un jeu d'instruction ? On a eu au fil du temps, de façon historique, les plus vieilles instructions, c'est des... Alors déjà, on avait des registres, ensuite on a eu des registres généraux, on a eu des instructions MMX dans les années 2000, ensuite on a eu du SSE, on a eu du SSE1, SSE2, SSE3, SSE4, on a eu de l'AVX, on a eu, bref, plein de jeux d'instructions. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire ? En fait, ton processeur exécute quoi ? Du code machine qui est codé en octets qui va effectuer des tâches. Par contre, vous savez qu'on a des calculs récurrents sur vos ordinateurs. Vos ordinateurs sont capables de calculer à la vitesse de la lumière, mais ils se basent sur des opérations mathématiques logiques extrêmement simples. On va faire quoi ? On va travailler sur des entiers relatifs ou pas. On va travailler sur du flottant. C'est tout ce qu'on appelle la virgule flottante. C'est pour ça que les anciens processeurs avaient quoi ? Des processeurs généraux, ce qu'on appelle le CPU en fait. Et après, on est venu ajouter quoi ? On est venu ajouter des coprocesseurs mathématiques. Le coprocesseur mathématique va travailler uniquement en virgule flottante. Pour les plus vieux, dans les années 80, 90, on avait des 486, c'était l'équivalent de nos i7 aujourd'hui. On a eu du 386 chez Intel, ensuite on a eu du 486, et c'est à la génération 486, à la fin des années 80, qu'on a décidé d'introduire un coprocesseur arithmétique. Le coprocesseur arithmétique ne travaille pas sur les entiers, il travaille uniquement sur les flottants. C'est ce qu'on appelle du calcul en virgule flottante. D'accord ? Donc retenez ça, ne cherchez pas à comprendre, je suis en train de développer. Juste parce qu'il faut, encore une fois, quand on traite un sujet complexe, il faut que j'étaye mes propos. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Je vous ai parlé de ce fameux code machine. Ce code machine, il est représenté par une forme plus lisible du code qui est appelé ce qu'on appelle le code assemblé, l'assembly code en anglais. D'accord ? Je vous ai dit qu'on l'exécutait, on exécutait soit des opérations sur les entiers, soit des opérations sur les flottants. On a quoi ? On a des jeux d'instructions. Je vous en ai parlé. Intel a ses propres jeux d'instructions. AMD a également ses propres jeux d'instructions. Qu'est-ce qu'un jeu d'instruction ? Eh bien, si vous voulez, ce sont tout simplement des bouts de code machine, des shellcodes, qui vont être codés en dur, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un haut niveau d'abstraction applicatif pour pouvoir les exécuter. J'ai déjà des formules mathématiques, des opérateurs logiques
qui sont codés dans la puce et qui vont me permettre de quoi? D'effectuer des opérations beaucoup plus complexes. Hein. Et comme c'est codé directement dans la puce de silicium, je gagne un temps fou. Pourquoi? Sinon, je devrais faire de l'émulation. Hein. Je vous ai sorti ma vidéo sur Nvidia. Je vous disais quoi? Dans les années 90, on faisait tourner nos jeux vidéo de façon logicielle. Hein. Ensuite, on a fait quoi? On a commencé à faire tourner nos jeux de façon hardware. Hein. C'est-à-dire, on avait une émulation matérielle qui nous faisait gagner en performance, qui nous ont permis d'avoir des jeux de plus en plus puissants, de plus en plus détaillés, de plus en plus sophistiqués. Bah là, c'est pareil. Si j'ai envie de faire des calculs, j'ai tout intérêt à créer des jeux d'instruction. Chaque jeu d'instruction va avoir ses spécificités et ça va me permettre de faire des opérations beaucoup plus complexes. Mais plutôt qu'écrire du code avec de longs calculs savants, toute une algorithmie, des algorithmes compliqués qui vont quoi? Qui vont être émulés via une surcouche par mon processeur. Si je code tout ça dans mon processeur, dans un jeu d'instruction, je vais gagner en performance. Le but, c'est la recherche de la performance, ni plus ni moins. Hein. Donc cette machine, elle exécute du code, hein, si on doit parler de l'assemblée code, qui est généralement produit par un compilateur. Hein, vous savez que j'écris du code source à partir d'un fichier. Si je veux que ce code source puisse quoi? Puisse être exécuté par un utilisateur final, il faut qu'il ait quoi? Qu'il ait une extension. Hein. Sous Windows, mon utilisateur, il veut un fichier .exe. Le .exe a été généré par le compilateur à partir du code source. Le .exe est interprété par le système d'exploitation, mais le .exe n'est que l'intermédiaire entre quoi? Entre le haut niveau d'abstraction et le bas niveau. C'est-à-dire quoi? En fait, on a compilé le code machine pour qu'il soit interprété par le système d'exploitation. Le système d'exploitation le lance, il est automatiquement traduit en code machine, ce que comprend quoi? Ce que comprend votre processeur pour pouvoir l'exécuter. Hein, quand je vous ai parlé de programmation, je vous ai dit qu'on a différents niveaux, différentes strates d'abstraction. Tout en haut, vous êtes dans la couche applicative, vous êtes dans le userland. Hein. Moi là, je vous parle de très bas niveau. Là, on est en train de susurrer à l'oreille, pas des chevaux, à l'oreille des processeurs. Hein. Puisqu'on a le C, après le C, on a quoi? On a l'assembly code, ce qu'on appelle le code assembleur. Et après, on a quoi? On a des 0 et des 1. Et après les 0 et des 1 qui sont interprétés par vos processeurs, on a quoi? On a du courant électrique. Le courant électrique va faire quoi? Va permuter. C'est ce qu'on appelle des gates au niveau des circuits logiques, au niveau de votre hardware. Et en électronique, c'est ce qui va nous permettre de faire quoi? Eh bien, une gate, c'est quoi? Bah, c'est un booléen en fait. Hein. 0, 1, 0, 1. 0, pas de courant. 1, courant. Donc, bah, je fais passer le courant ou pas. Et en fonction de ça, la logique est déduite. Ok? Donc, un 0, pas de courant. 1, il y a du courant qui passe. C'est ce qu'on appelle une porte logique. Là, c'est quelques nanomètres sur le silicium qui compose votre processeur. Hein. Je suis en train de vous parler en bas niveau. C'est vraiment de la magie noire, mais nous, on utilise des ordinateurs tous les jours. On ne sait pas comment ils fonctionnent. On ne sait pas ce qui se passe à l'échelle atomique. Comment on construit un processeur? Vous savez que vos processeurs, à la base, c'est du silice. Hein. La silice, on en fait du silicium. La silice, c'est du sable. Hein. Vos processeurs, ce sont des terres rares. Ce sont des métaux rares. De l'or, du gallium. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais à la base, c'est du sable. Il y a beaucoup de sable. Un peu d'or, un peu d'argent et des terres rares. Mais à la base, oui. Grâce au silicium, on va faire des wafers, on va faire des galettes. Hein, c'est de la pâtisserie. Hein. Une fois que j'ai fait ces galettes de ces wafers, qu'on appelle dans l'industrie électronique, informatique, eh ben, je vais utiliser des lasers pour graver de fines pistes qui vont composer par strates, parce que vos processeurs, vous voyez que la partie visible, mais à l'intérieur, vous avez des strates, vous avez des couches
hein. On superpose, hein, ces fameuses portes logiques dont je vous parlais. Donc, si on devait regarder avec un microscope, pardon, électronique, en fait, c'est une superposition de couches, hein. Votre carte mère, c'est exactement pareil, hein. On a une superposition de couches de substrats qui permettent de faire fonctionner tous les éléments qui composent vos cartes mères euh, et vos processeurs, hein, sans rentrer dans les détails. Parce qu'après, en termes électroniques, on a besoin de plein de choses, hein, des tâches d'alimentation, on a besoin de condensateurs, etc., etc. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le code machine, vous allez parler directement à l'ordinateur, hein. Comment je parle à l'ordinateur? Je parle au microprocesseur, hein. Donc, comprenez bien ça, hein. Vous exécutez des applications qui ont été compilées. Et pourquoi on les compile? Pour que vous pouvez, pardon, les lancer, que votre système d'exploitation les comprend. Mais une application compilée, c'est ni plus ni moins que quoi? Que du code machine qui a été transformé pour en faire une application. L'ordinateur, le processeur, il s'en fout de votre application. Votre point exe, mais il en a rien à faire. Lui, il veut du code machine. La machine comprend le code machine. L'humain a beaucoup de mal à comprendre le code machine, hein. Donc comprenez ça bien. On va parler en bas niveau, mais je vais vous montrer, on va faire un peu de rétro-ingénierie et vous allez voir, c'est assez dingue, puisque moi je vous conseille, ça c'est... il faut creuser quoi, il faut vraiment comprendre ce concept, puisque ça vous rendra des services incroyables. Si vous arrivez à coder des virus, je vais faire très simple, en bas niveau, aucun antivirus vous arrêtera. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes Mister Robot. Vous rentrez dans n'importe quel système. Vous pouvez pirater n'importe quelle machine. Une tablette, un ordinateur, un téléphone, une imprimante, tout ce qui est électronique. Vous injectez votre shellcode en bas niveau, en assembleur, vous piratez n'importe quoi. Honnêtement. Et c'est toujours vrai en 2022. Il y a 6 mois, dans une de mes vidéos, je vous disais, c'est la Mecque, c'est la Bible pour les hackers, hein. Vraiment, savoir coder en bas niveau, c'est permettre des cyberattaques qui sont à la fois inarrêtables, qui sont indétectables, indolores, et qui vont permettre de pirater n'importe quelle machine. Si vous savez faire ça, vous êtes quoi? Je vous le dis toujours, le dieu dans la machine. Ghost in the shell, le fantôme dans la machine. Donc assez blablaté, on va passer à la pratique. Donc je vous parlais des fameux jeux d'instruction, hein. Je vous ai dit que on a ces PE, hein, ces Portable Executable sous Windows, qui en fait sont codés soit en 64 bits, soit en 32 bits, soit en 16 bits. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais Intel a d'abord commencé par construire un jeu d'instruction en 16 bits, suivi de 32 bits, qui ont finalement permis de créer nos processeurs 64 bits. Je vous le disais, tous ces jeux d'instruction ont été créés pour une compatibilité descendante. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. De sorte que le code compilé pour une architecture 32 bits s'exécutera sur des machines 64 bits. Qu'est-ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos? Par contre, ça demande de l'émulation, hein. Je veux faire tourner un processeur 32 bits, un logiciel 32 bits sur une machine 64 bits. Ok, je peux le faire. Ok, je peux le faire. Pourquoi? Parce que elle est 64 bits. Donc elle peut gérer du 32 bits, elle peut gérer du 16 bits, elle peut gérer du 8 bits, elle peut gérer du 4 bits, elle peut gérer du 2 bits. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, hein. Je vous ai dit que vous allez perdre en performance, mais que nos machines 64 bits étaient tellement puissantes que la plupart des développeurs, vous ne le savez pas, mais continuent de coder en 32 bits, par facilité, hein. Et certaines applications, même en 2022, sont codées en 16 bits, vous ne le savez pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre processeur, en fait, perd une bonne partie de son énergie à quoi? À transformer les instructions 16, 32 bits en instructions 64 bits. Parce que lui, il comprend que les instructions 64 bits. Ok? Ça, c'est clair. Maintenant, je vous ai dit l'inverse n'est pas vrai. Vous avez un processeur 32 bits, vous voulez faire tourner une application 64 bits,
c'est tout simplement impossible. L'émulation ne vous permet pas de faire ça. Donc vous êtes bloqué. C'est ce qu'on appelle en informatique la compatibilité des standards. Donc comme mentionné précédemment, un fichier exécutable, pour qu'il soit produit, le code source doit être compilé en code assembleur. C'est différents fichiers qui vont être pris par notre compilateur, qui va récupérer le code assembleur, qui va le convertir en programme objet. Typiquement, en C, c'est quoi? C'est nos fichiers qui terminent .o. Ensuite, on a des librairies qui terminent .so, ok, etc., etc. Ces opérations vont permettre en fait ce qu'on appelle un éditeur de liens. On va créer des liens relatifs qui seront exécutés dans l'exécutable, comme son nom l'indique, mais l'exécutable ne fait que quoi? Récupérer tous les liens de quoi? Des objets qui ont été créés via notre compilateur pour comprendre le code assembleur. Et le code assembleur, c'est du code machine. D'accord? Donc, je vais résumer trivialement. Je vous parle tout le temps de la programmation orientée objet. C'est exactement ça. Je vous ai dit, la programmation orientée objet, c'est un haut niveau d'abstraction. Là, moi, je vous parle d'assembleur. On est en dessous encore. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ou pas. Là, je vais vous montrer des petits exemples. Moi, je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un expert en assembleur. Mais vous allez voir que c'est super intéressant. À partir du moment où on comprend, on va voir comment on peut faire de la rétro-ingénierie, comment on peut analyser les binaires, comment on peut désassembler des binaires, c'est-à-dire quoi? On a compilé le code machine à partir de l'assembleur pour qu'il soit lisible par le système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle un binaire statique. Moi, si je veux comprendre ce que fait le virus ou je veux comprendre ce que fait mon jeu vidéo, je vais pouvoir désassembler le binaire. Je vais faire l'opération inverse. À partir de là, je vais récupérer tout à partir du binaire. Je vais pouvoir le débugger. Je vais pouvoir comprendre la logique, l'exécution de quoi? De tout ce qui a été codé en programme objet. Moi, je veux voir le code assembleur. À partir de là, je verrai l'état initial du programme avant qu'il soit compilé. Donc on va utiliser Radar, qui est un copain à moi. Radar 2, vous avez énormément. Vous pouvez utiliser Ghidra de la NSA. Qu'est-ce qu'on a? On a IDA, qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce que je peux? GDB. En fait, il faudra être à l'aise avec tous ces outils. Puisque certains outils sont plus fonctionnels que d'autres. Il faut être à l'aise avec tous. Donc, il faut commencer très simple. Là, on va faire des choses très simples. Là, je vous parle de choses très compliquées si vous êtes néophyte. Ça va être du chinois pour vous. J'essaye de vulgariser au maximum quelque chose qui est très, très compliqué. Mais on va faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais récupérer du code source et on va essayer de comprendre le fonctionnement, les mécanismes qui s'exécutent au niveau de quoi? Du code assembleur directement sur mon processeur. Et là, c'est la magie noire, comme je vous le disais. C'est ce qui permet à un très haut niveau d'abstraction, au niveau applicatif, au niveau du code qui a été compilé, orienté objet. C'est ce qui fait tourner vos applications, vos jeux vidéo. Mais je rappellerai, je vous l'ai toujours dit, on parle tout le temps en bas niveau. Vos systèmes d'exploitation, la plupart de vos jeux vidéo, pas tous, sont codés en C. Le C va nous permettre de pouvoir coder des choses extrêmement complexes, notamment des systèmes d'exploitation. Mais en dessous, on a quoi? En dessous le C, on a l'assembleur. On a l'assembly code, on a du très très bas niveau. Le C, c'est déjà un bas niveau. Et vous, quand vous utilisez des applications, en fait, c'est un haut niveau d'abstraction. Puisque le code a été compilé, du coup, vous n'êtes plus en bas niveau, vous êtes en haut niveau. Vous faites des choses simples, vous double-cliquez sur un programme .exe qui va lancer votre programme. L'OS va le comprendre, sauf que lui, il fait que traduire quoi? Les instructions de bas niveau, l'assembleur, le code machine qui va s'exécuter sur votre processeur pour lancer votre application, pour lancer votre système d'exploitation, pour lancer votre jeu
vidéo. Voilà, c'était mon intro. Dans la deuxième vidéo, on verra notre exploitation d'un bilan.